Premier jour du mois d'octobre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le président de la République, Andry Rajoelina, est arrivé à Tuamasin cet après-midi. Sa visite dans la région d'Atsnan durera 2 jours, aujourd'hui et demain. En plus des infrastructures qui ont été achevées et qui seront inaugurées, le président continue de mettre en place d'autres qui sont nécessaires au développement de la région. Les agriculteurs seront cette fois-ci privilégiés grâce à l'installation d'une usine destinée à transformer leurs produits. Dans peu de temps, une immense usine de 510 mètres carrés se dressera ici à Nalamalouch. Les produits agricoles qui font la renommée de la région Atsnan, tels que le poivre, le curcuma, le gingembre ou encore les litchis, seront transformés en produits d'exportation. Le président de la République a souligné, en posant la première pierre en guise de lancement des travaux de construction, que Tuamasin a une nature fertile. Néanmoins, les agriculteurs doivent être aidés pour être autonomes. Ils auront ainsi un coup de pouce pour relancer l'économie. L'appui à la création d'entreprises fait partie du 7e engagement du président envers la population. Cette vision est aussi en relation au projet ODOF ou One District, One Factory qui vise à implanter une entreprise dans chaque district de Madagascar. La région Atsnan est une région très productive et riche, avec de nombreux produits tels que la vanille, les clous de girofle et le litchi. Nous allons donc aider les agriculteurs qui sont essentiels au développement du pays, car atteindre l'autosuffisance alimentaire est un objectif important, déclare le président Andry Rajoelina. La mise en place de cette usine est le fruit de la collaboration entre la région Normandie et le gouvernorat de la région Atsnan. Son coût sera 195 000 €, plus un équipement d'une valeur de 70 000 €. 1400 agriculteurs issus de 5 coopératives impliquées dans l'agriculture depuis plus de 10 ans à Tuamasin bénéficieront directement de cette infrastructure. Ils exporteront directement tous les produits qui y seront transformés. Afin d'aider davantage les agriculteurs, le président a déclaré que la route à travers laquelle ils amènent leurs produits doit être réhabilitée, y compris la route nationale 5 qui relie Tuamasin et Fullpointe, dont les travaux commenceront demain. Dans les actualités également, le recensement des personnes âgées de plus de 18 ans dans le but de la refonte de la liste électorale débute officiellement à partir de ce jour. Pour ce faire, des agents recenseurs se déplaceront auprès de chaque foyer. Il y aura également des tournées effectuées par les agents du ministère de la Justice pour octroyer des jugements supplétifs d'actes de naissance et de cartes d'identité nationale pour les majeurs qui n'en disposent pas. Selon le président de la CENI ce jour sur le parvis d'Analakeli, l'objectif est d'effectuer des élections transparentes. Les détails. 13 500 000 électeurs sont estimés être inscrits à l'issue de la refonte de la liste électorale cette année. À partir d'aujourd'hui, 5 000 agents recenseurs qui utiliseront des tablettes munies de logiciels de la CENI se rendront auprès de chaque foyer à travers l'île. Devront se rendre auprès du Fungtan pour s'inscrire dans cette liste. En outre, une attention particulière est également accordée à ceux qui ne disposent pas d'acte de naissance et de carte nationale d'identité. Des tournées seront effectuées par les agents du ministère de la Justice pour leur octroyer des jugements supplétifs d'actes de naissance et de CIN. L'objectif est de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits, explique Dame Andjanarsedou Arsène, président de la CENI. Cette refonte de la liste électorale a pour objectif de mener les prochaines élections dans la transparence, a-t-il poursuivi. À titre de rappel, 10 750 000 électeurs étaient inscrits dans la liste électorale lors de la dernière actualisation.
Toujours dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a sensibilisé hier dans le district de Murundave tous les représentants de l'État sur l'importance de l'opération de jugement supplétif d'actes de naissance et de délivrance de cartes d'identité nationale à titre gratuit. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a également expliqué la responsabilité de tout un chacun dans la refonte de la liste électorale qui se déroule à partir de ce jour jusqu'à la fin du mois de décembre. Mervoulat Sfiran pour plus de détails. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Toukel Justin, a martelé hier à Murundave qu'aucun fonctionnaire de l'État ne devrait être réticent quant à l'importance de l'opération jugement supplétif d'actes de naissance et de délivrance de cartes nationales d'identité. Cette opération permettra aux citoyens de jouir de nombreux droits, d'autant plus que l'État a déjà un budget alloué pour la réalisation de cette opération. Toujours lors de cette mission dans la région de Ménabé, le ministre de l'Intérieur a expliqué aux autorités les responsabilités de chacun dans la refonte de la liste électorale qui débute ce jour. Tout le monde y est impliqué, une implication qui devrait débuter par la volonté de chaque citoyen de se faire inscrire dans la liste électorale selon le ministre. Cette visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à Murundave entre dans le cadre de la clôture de l'atelier de concertation sur l'élaboration du plan national de décentralisation émergente pour la région Ménabé qui s'est tenue hier. Une réunion avec les responsables au niveau de la région Ménabé a également eu lieu dans la journée du vendredi 30 septembre. Elle s'est focalisée sur les questions de l'ordre public, de l'ordre social et de la préparation électorale. Toujours en politique, le parti TGV d'Avaraja nous réclame la candidature du président Anjrazouel lors de la prochaine présidentielle. Ce gouvernement a déjà de nombreuses réalisations à son actif qui devraient se poursuivre, ont-ils souligné. Fanjesana Mireille, Yves Janel. Le parti TGV Avarajan offre encore son soutien au président de la République malgache, Anjrazouel. Le président du départ, Rizaradzona, a soutenu que les 16 municipalités du district sont unanimes et demandent la candidature du président lors de la prochaine élection. Le développement apporté par le gouvernement actuel se reflète déjà dans chaque communauté. De nombreux projets ont été réalisés pour répondre aux besoins de la population. Chaque commune en a profité, soutient le maire de Massenjai, Stella Marius Paul. Le groupe TGV Avarajan a tenu une réunion à Massenjai hier. Et parlons de tourisme présent. Environ 70 opérateurs touristiques œuvrant dans la promotion des destinations phares de Madagascar ont atterri hier à l'aéroport d'Ivatu. Une stratégie mise en place par le ministère du Tourisme pour relancer le tourisme à Madagascar et d'offrir de nouvelles offres aux clients. Et c'est exactement ce dont ces opérateurs étrangers seront informés durant une semaine. Détails sur les images de Nzar Anjiansou. Dans le cadre de la relance du tourisme à Madagascar, après la crise engendrée par la pandémie de Covid-19, de nombreuses stratégies sont mises en place par le ministère de tutelle, notamment l'ouverture vers de nouveaux marchés. Ainsi, 68 opérateurs touristiques qui vendent Madagascar dans leur pays ou qui souhaitent le faire, issus de 20 pays, sont invités à découvrir Madagascar dans le cadre d'un éduc-tour. Selon le ministre Joël Ranjamanjantu, ces opérateurs sont pour la plupart des Européens venant de France, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne. Mais il y a aussi ceux de l'Europe de l'Est, notamment la Hongrie, la Pologne, la Russie et également de l'Afrique. Ces touristes choisiront chacun une destination parmi les 9 destinations phares de Madagascar, à savoir Nousbé, Antsranan, Sambave, Sainte-Marie, Tamatave, Fort-Dauphin, Tuléar, Majunga et Murundave. Ils y séjourneront pendant une semaine et feront toutes les activités que l'on peut y faire, mais surtout le tourisme balnéaire, poursuit le ministre. L'objectif de l'Éduc-Tour est d'atteindre à nouveau le nombre de touristes venus à Madagascar en 2019, 348 660.
Les conseillers municipaux ont approuvé hier l'autorisation d'opérer dans la capitale des taxis-motos. Toutefois, des mesures seront prises pour que ces taxis-motos intègrent le secteur formel, selon les explications du président de l'association des taxis-motos, qui se transformera bientôt en coopérative. L'on a également appris que leur nombre seront limités. C'est Sylvain sur les images de Sech Indianab. Ange, un conducteur de taxi-moto depuis 2 ans, ne se cachera plus en exerçant son activité. Il a commencé depuis le début du confinement et il a attendu d'être régulier et reconnu depuis ce temps. La loi proposée par l'association des taxis-motos, les autorisant à opérer en ville, est passée 3 fois devant les conseillers municipaux. Dans cette loi, toutes les mesures qu'il faudrait respecter, notamment le permis pour le conducteur, l'obligation des protections et une moto en règle. L'association a également demandé d'avoir une carte professionnelle et de respecter un cahier de charges. Une assemblée générale de tous les taxis-motos aura lieu prochainement, durant laquelle ils envisagent de créer une coopérative. Et certains habitants de la capitale doivent changer d'attitude et de mentalité, rapporte un responsable auprès de la commune urbaine d'Antananarivo. Face à ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, certains ne veulent pas se soumettre aux lois. Pourtant, l'objectif de ces changements est la restauration de la propreté dans la capitale, dont tous devraient être solidaires. Toujours un reportage de Sylvain et de Sech Indianab. Cette charrette a été saisie par la commune jeudi dernier à un Basque. Pour cause, elle transportait de la terre pour un remblai, selon les explications du responsable au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Cette arrestation légale par la police communale a entraîné des rassemblements et des barrages sur la route. D'autre part, lorsque les 400 commerçants du marché de la petite vitesse ont été transférés vers un marché conçu spécifiquement pour, ces derniers se sont rués pour revenir étaler leurs marchandises sur les trottoirs. Pourtant, il est clair que les trottoirs sont destinés aux piétons et la chaussée aux véhicules. De plus, de nombreuses plaintes ont été reçues concernant les cas d'insécurité et les embouteillages. Par conséquent, la municipalité incite au changement d'attitude de la population. Et l'on passe à présent aux actualités internationales où l'ex-président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva et le président sortant Jair Bolsonaro réunissent samedi leurs partisans à Sao Paulo, la plus grande ville du pays, point d'orgue d'une campagne tendue et sous haute sécurité. France 24. Ce sont 2 candidats que tout oppose. Lula, ancien ouvrier métallurgiste et syndicaliste, se pose en défenseur des pauvres, des militants LGBT et des indigènes. Nous voulons un gouvernement qui nourrit l'amour. Réserviste de l'armée de terre, Jair Bolsonaro cultive sa base, les militaires, les industriels de l'agroalimentaire et les Brésiliens évangéliques. L'histoire a toujours montré que le bien vaincra. Le premier défi du président sera de remettre sur pied l'économie du pays frappé par la pandémie de Covid et l'inflation à 2 chiffres. L'une des conséquences, le retour de la faim au Brésil. 33 millions de personnes en souffrent aujourd'hui directement. Dans son programme, l'ancien président de gauche prône la fin de l'austérité. Le pays que j'ai quitté est un pays qui manque aux gens. C'était un pays où il y avait de l'emploi, où les gens avaient le droit de vivre dignement. Lula veut taxer davantage les plus riches et faire des investissements pour des programmes sociaux et environnementaux. Vision diamétralement opposée pour son adversaire ultralibéral. Nous savons que le communisme mène au malheur, à la pauvreté, à la faim et à la misère. Au nom de la compétitivité, il prévoit des baisses d'impôts, des privatisations d'entreprises et une ligne budgétaire très orthodoxe. Seule concession, un nouveau programme social pour remplacer celui mis en place par son concurrent en 2004. L'autre différence primordiale touche à la sécurité. Lula promet une politique de lutte contre la drogue et le démantèlement du crime organisé. Jair Bolsonaro, lui, veut continuer à faire de la libéralisation du port d'armes une priorité. Sous sa présidence, le nombre de permis délivrés a été multiplié par 6. S'il faut se battre contre le gang de Lula, nous nous battrons. Et je le répète, le peuple armé
ne sera jamais asservi. Une déclaration qui reflète l'escalade de violence. En 2 ans, les agressions à caractère politique ont bondi de 23%. Dans ce contexte, c'est la démocratie même du pays qui est en jeu pour le candidat du Parti des travailleurs. Dans les quelques jours qui restent, nous devons travailler pour gagner le vote de tous ceux qui aiment la démocratie. Depuis que Lula est en tête dans les sondages, Jair Bolsonaro remet en cause le vote électronique. Un système qui est pourtant utilisé au Brésil depuis 1996. Des tirs ont retenti ce jour à Ouagadougou, capitale de Burkina Faso, au lendemain d'un coup d'État qui a déposé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir en janvier par un putsch. Un nouveau coup de force dans ce pays pauvre du Sahel, condamné par l'Union africaine, qui appelle à un strict respect des échéances électorales. France 24. Comme vous l'avez suivi, un couvre-feu a été instauré jusqu'à 5 h du matin et à partir de ce moment, les activités pourront reprendre dans la capitale et dans tout le pays. Mais il faut dire que les réactions qui ont été enregistrées jusque-là sont des réactions de personnes qui ne sont pas du tout surpris et des personnes émerveillées même de voir le départ du président Paul-Henri Damiba, puisqu'il a été vivement critiqué pour sa politique de lutte contre le terrorisme. Et il faut dire que tout récemment même à Kaya, il y a eu des morts et parmi ces morts, il y a eu des militaires. Alors les motivations premières des putschistes, ce sont des motivations sécuritaires. Alors depuis l'arrivée au pouvoir de l'ancien président Paul-Henri Damiba, la situation sécuritaire du Burkina Faso s'est dégradée et donc les militaires qui ont pris le pouvoir maintenant, ce sont donc ces militaires qui allaient sur le front pour lutter contre les djihadistes. Ces militaires faisaient partie d'une faction qu'on appelle les Cobras et donc depuis, ils ont participé également au putsch de janvier 2015 qui a vu le départ de l'ancien président Roch Kaboré. Ces militaires ont exigé la libération de leur chef, le lieutenant-colonel Zongrana, qui est emprisonné pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Ils exigeaient aussi l'amélioration de leurs conditions de travail puisqu'ils allaient sur le front et ils n'avaient pas les moyens de pouvoir lutter contre les terroristes, ce qui a donc motivé le coup d'État qui est survenu aujourd'hui à Ouagadougou. On pourrait s'attendre à des manifestations pro-gouvernement, puisque tout au long de cette journée, il y a eu des manifestations, des gens qui ont brandi le drapeau burkinabé russe pour exprimer leur ras-le-bol et la démission de l'ancien président Paul-Henri Damiba. Certainement d'autres manifestations vont suivre dans la journée de demain pour exprimer toute leur solidarité envers ce nouveau gouvernement qui se tient donc à la tête du Burkina Faso, et plein de réactions, que ce soit au niveau de la société civile, mais aussi au niveau de la classe politique burkinabé. Et puis l'armée américaine a promis une réponse à la Corée du Nord alors que cette dernière se prépare à effectuer un essai nucléaire selon les États-Unis et la Corée du Sud. Sous le coup de sanctions internationales pour ses programmes d'armement, Pyongyang a récemment proclamé qu'il n'y renoncerait jamais. France 24. 2 missiles balistiques comme celui-ci tirés en direction des côtes japonaises. La Corée du Nord n'en est pas à son premier coup d'essai. En une semaine, Pyongyang a déjà effectué 3 tirs de missiles. Les projectiles se sont écrasés dans la mer du Japon. Mais cette accélération d'essais balistiques inquiète les gouvernements voisins. Depuis janvier, la Corée du Nord aurait considérablement augmenté ses tests d'armement. La Corée du Nord a récemment violé à plusieurs reprises les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en procédant à 3 lancements de missiles balistiques en 5 jours. Dès lors, nous allons voir quelle suite donner à ces actes et nous examinerons comment durcir les sanctions contre la Corée du Nord. Le double tir de cette nuit est intervenu quelques heures après une visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Un déplacement stratégique visant à renforcer les liens de défense entre Washington et Séoul.
avec la présence permanente de 28 000 soldats américains. D'importantes manœuvres militaires vont se dérouler conjointement entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. D'après des sources sud-coréennes, Pyongyang pourrait en réponse effectuer de nouveaux tirs balistiques. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques minutes, l'after prime de l'émission F5. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve demain. Au revoir.